Alors, on va faire un truc un peu tordu dans ce second épisode. La question, est-ce qu'on peut appliquer la méthode du point fixe à un système linéaire? Tu vas me dire, oui, mais l'intérêt d'appliquer la méthode du point fixe à un système linéaire, c'est qu'il faut juste calculer une fonction résidu. Un système linéaire, il faut stocker une grande matrice. Si on doit stopper juste un vecteur d'inconnu et le résidu, ça prend nettement moins d'espace mémoire. Et donc, pour des systèmes linéaires de très très grande taille, il est tentant d'utiliser ce qu'on appelle des méthodes itératives. Elles sont nettement moins gourmandes en mémoire, mais le souci, c'est que parfois elles convergent vite, parfois elles sont plus rapides que les méthodes directes. Les méthodes directes, c'est ce qu'on a vu dans le cours d'algèbre, c'est faire une technique d'échelonnement, faire une réélimination gaussienne. C'est un truc où ça coûte cher, il y a un nombre fini d'opérations, mais on est sûr d'obtenir la solution. Les méthodes itératives, c'est la méthode des artistes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais quand les systèmes sont très très grands, c'est parfois la seule option pratique, la seule option réaliste. Et donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser de temps en temps. Donc, la méthode du point fixe pour un système linéaire de grande taille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un système linéaire, donc A est une matrice linéaire, et cette matrice A, on va la décomposer dans une composante, une matrice triangulaire inférieure, une matrice diagonale et une matrice triangulaire supérieure. Comme ça. Et on va dire donc que la matrice A est égale à L plus D. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Une première idée, c'est d'écrire ce système sous la forme suivante. On prend A et on lui retire D. On multiplie ça par X et évidemment on rajoute après le X et on met le moins B ici. Ok? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris A, je lui ai retiré D et puis j'ai rajouté D après. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire passer ce terme-là de l'autre côté. En fait, plus exactement, comme ce terme-là, il est positif, c'est l'autre qu'on va faire passer de l'autre côté. Et on va écrire une fonction du point fixe sous la forme suivante. X. Bon, ça c'est un peu gros. Comme ça. Voilà, voilà, voilà. Là, mieux bidou. Comme ça. X est égal. Alors, on fait passer, on va faire ici D moins 1. Et puis tous les autres membres, pilou pilou comme ça. Crochet là. Et on va écrire, puisqu'on change le signe, D moins A X plus B comme ça. Et ceci, c'est ma fonction G de X. Et donc, j'ai dit... Alors, tu vas me dire, D-1. D-1, c'est facile à calculer. D-1, c'est l'inverse d'une matrice diagonale. Ça ne pose aucune difficulté. Ok? Et donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la méthode de Jacobi. Il y a une autre méthode plus intelligente, c'est la méthode qu'on appelle de Gauss-Seidel. La méthode de Gauss-Seidel,
Ça consiste maintenant à retirer de A moins D plus L. Ok? Fermez le truc. X ici. Là, il y a un petit truc que j'ai oublié. Plus D plus L. L'ops. Moins X moins B est égal à 0. Et à nouveau, on va prendre ce terme-là et le faire passer de l'autre côté pour écrire que X est égal à D plus L moins 1. Ouvrez le crochet, tout le reste, ça c'est piou D plus L moins A, fermez le crochet, X plus B, fermez le crochet, et ce truc-ci, tout ça, piou, tout ça, c'est la fonction G de X tilde. Alors que D plus L, c'est une matrice triangulaire inférieure, et résoudre le système qui permet d'obtenir D plus L moins 1, c'est extrêmement facile, comme on va le voir. Et donc, ces deux itérations ont une manière de calculer une approximation de l'inverse de la matrice A qui est facile à obtenir. Parce que calculer l'inverse de la matrice A, ça c'est compliqué. Ça, ce serait une méthode itérative qui en une itération fournirait la solution. Mais le problème de cette méthode qui fournirait directement la solution en une itération, c'est qu'elle coûterait aussi cher que la résolution directe. Ça, on ne sait pas faire. Donc l'idée de base, c'est calculer l'inverse de la matrice A. C'est compliqué. Donc on va essayer de trouver des inverses approchés. Les inverses approchés, c'est juste inverser la diagonale ou c'est juste inverser la partie inférieure de la matrice. Alors, vous voyez, ça fait des belles expressions d'algèbre. Et donc après, on se dit, on va implémenter ça avec Python. Oh, tu me dis, oh là là, implémenter ça avec Python, ça va être compliqué. Ça, c'est un gaffe. On voit ici une belle équation mathématique. C'est pas ça qu'on va écrire dans le code. Dans le code, on va écrire un truc beaucoup plus simple. Regarde ce qu'on va écrire. On a ici un système d'équations à deux inconnus. Et regarde ce que tu vas écrire. Tu vas écrire directement le résidu. On va écrire deux équations. Là, regarde. 5 x plus 3 y est égal à 6. De cette première équation, on va écrire que x est égal à moins 3y plus 6, le tout divisé par 5. Et pour la deuxième équation, on pourrait faire la même chose, mais voyez, il y a une petite note. J'ai pris l'équation 2, donc j'ai pris l'équation 2, donc ça c'est 4x moins 2y est égal à 8, et je lui ai retiré deux fois l'équation 1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour que mon itération du point fixe converge. Ah, donc je retire deux fois l'équation du second, donc ça fait moins 10x moins 6y est égal à moins 12. J'additionne tout ça, ça me fait 4 moins 6x moins 8y est égal 8 moins 12, ça fait 4. Et ça me fait que y est égal, à, j'ai le moins qui va faire ça, donc ça va me faire, de l'autre côté je fais passer, donc ça fait 6x moins 4 divisé par moins 8, ça fait bien l'expression qui est là. Et donc tu vois, ce truc là, c'est ce que j'ai écrit ici, et ce truc là,
C'est ce que j'ai écrit là. Et tu vois, je n'ai pas écrit de matrice diagonale, j'ai pas calculé la valeur, j'ai directement écrit ça. Et tu vois que la méthode de Jacobi, ça est extrêmement facile. C'est, tu itères successivement, donc tu mets un nombre maximal d'itérations, tu alloues un tableau qui contient l'inconnu, et tant que la différence entre l'ancienne valeur et la nouvelle valeur est inférieur, supérieur à une tolérance et que le nombre d'itérations est inférieur au nombre d'itérations maximales, je calcule x est égal à g de x. Je calcule l'incrément comme la valeur de x et la précédente valeur de x que j'ai sauvée précédemment dans x-all et je fournis la solution. Et Gauss-Seidel, c'est quoi? Eh bien, Gauss-Seidel, c'est exactement le même code, mais la seule différence, c'est qu'il est plus simple. Au lieu de dire que la nouvelle valeur, quand tu appliques g de x, est mise dans un nouveau vecteur, tu le calcules dans le vecteur courant. Et tu vois, les seules lignes qui changent, c'est ce que j'ai indiqué en rouge. Dans g, je recevais le x, je le recopiais dans un nouveau vecteur y, et j'updatais le vecteur y. Ici, quand je mets à jour le second composante du vecteur x, je vais tenir compte de ce que j'ai déjà calculé. Ça, c'est la méthode de Gauss-Seidel. Tu vois, je t'avais expliqué hein, le truc de Gauss-Seidel pour la méthode du point fixe à l'épisode précédent. Ben, c'est exactement la même chose. Donc, l'implémentation de Gauss-Seidel, c'est hyper facile. Et tu vois tout de suite, tu oublies les trucs avec les matrices et tout ça. Ça, c'est le machin pour écrire ça de manière compliquée. C'est hyper facile. La méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel, c'est hyper facile. Alors, tu appliques le programme. Je t'ai fourni le petit programme qui fait ça sur le site web. Tu regardes Jacobi et tu vois que, comme j'ai bien construit ma méthode G, parce que j'ai réfléchi quand même, en 30 itérations, je trouve la solution. Et avec la méthode de Gauss-Seidel, eh bien ici, ça va un peu plus vite. J'ai trouvé la solution en 15 itérations. Comme quoi, Gauss-Seidel, parfois, ça marche. Alors, la question qui se pose, c'est comment savoir si ça converge? Eh bien, comment savoir si ça converge? Ben, tu as une méthode basée sur une matrice M, une matrice linéaire, la précédente valeur de l'inconnu xi, qui te donne la nouvelle valeur xi plus 1. C'est ça que j'ai écrit. Alors, pour savoir si ça converge, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu écris cette itération. Regarde, tu vas voir, c'est piece of cake, les enfants. Tu écris x, on va l'écrire en noir, ça va être plus joli. Tu l'écris comme ça. Piou, 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 piou. Tu écris x, i plus 1 est égal, tu te concentres, Vincent, à m de xi plus c. Et maintenant, tu écris un truc supplémentaire, tu fais moins xi moins m de xi moins 1 moins c. Ok? J'ai écrit l'itération pour xi, j'ai écrit l'itération pour xi. Alors tu observes immédiatement que le c et celui-là se tue. Comme, alors tu observes aussi que ceci, c'est ce que je vais appeler i plus 1. Oui, parce que ce que je vais faire, c'est, j'ai été écrit un peu ça, je vais écrire ceci, c'est la solution lorsque c'est convergé, lorsque tu as la solution, ici tu as x, et là tu as x. C'est plus malin, hein. Ok? Donc, quand je suis à la solution, ça veut dire que xi plus 1 est égal à x. Comme ça, j'ai ça. Et alors, de l'autre côté, qu'est-ce que tu as? Tu as la matrice M et l'erreur EI. Ok? Alors, la question, c'est que quand tu itères successivement, tu vas avoir M à la puissance I fois l'erreur initiale E0. Et donc, l'idée de base, c'est que tu voudrais que la limite
de mi quand i tend vers l'infini soit égal à 0. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réécrire la matrice M en faisant un petit changement de variable pour la faire apparaître sous forme diagonale, en faisant une permutation des permutations, une combinaison linéaire des xi pour obtenir des valeurs propres. Et quand tu fais ça, tu obtiens que fondamentalement, cette relation-là, elle va être satisfaite si, pour tout cas, la valeur absolue des valeurs propres de ma matrice est inférieure à 1. C'est ce qu'on appelle le rayon spectral. C'est exactement ça qui va fixer la convergence d'une méthode itérative. Si tu regardes, ça ressemble énormément à de ce qu'on a fait pour l'analyse de stabilité de l'intégration temporelle. Et oui, c'est logique, parce que ce que je fais ici, j'ai une valeur xi et je calcule successivement des nouvelles valeurs de xi plus 1. C'est comme progresser dans le temps. Et donc c'est logique que j'arrive au même concept pour comprendre la convergence. Pour avoir la convergence d'une méthode itérative, il faut que quand j'avance dans les itérations, tout comme quand j'avançais dans le temps, il faut que je converge vers une solution. Et ça, c'est vrai si l'ensemble des valeurs propres est inférieur à 1. Piece of cake, ça. Ok. Alors, c'est bien ça qu'on a fait. On a écrit l'évolution de la valeur. On a dit qu'on écrivait ça sous la combinaison, la forme d'une combinaison linéaire de vecteurs propres. Et on voit qu'on doit exiger que le rayon spectral de la matrice doit toujours être inférieur à l'unité. Ah, cool. Ça, c'est bien. Alors, pratiquement, pour Jacobi, on peut montrer que si on a une dominance diagonale, c'est-à-dire que les termes diagonaux sont grands par rapport aux termes extra-diagonaux, on va avoir la convergence. Donc, il faut écrire la fonction g de manière à ce qu'elle ait des termes diagonaux grands par rapport à tous les autres termes. Et c'est logique intuitivement, puisqu'on approche l'inverse de a par l'inverse de la diagonale. Donc, si la diagonale est très importante par rapport au reste, il est logique qu'en approchant l'inverse de a par l'inverse de la diagonale, on a gardé la partie la plus importante de la matrice, c'est que ça va converger. Et donc, on a la méthode de Jacobi, on a la condition pratique pour que ça converge. Alors, qu'est-ce qui va rester à faire pour le prochain épisode? On va analyser la méthode de Newton-Raphson pour les systèmes. Reste connecté, bientôt le prochain épisode de la résolution des systèmes d'équations non linéaires par des méthodes itératives. Et maintenant, on va vraiment faire des équations non linéaires, parce qu'on a fait des équations linéaires, c'est pas correct ça. On va vraiment faire des équations non linéaires.